Mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux 76 présents à l'instant T d'être présents. Bonjour à la délégation de France Hydrogène. Bonjour à tous et à toutes, collectivités et entreprises. Et bienvenue à ce webinaire de l'énergie consacré à l'hydrogène et plus précisément à l'appel à projet écosystème territorial hydrogène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien Grosso, directeur du développement de Pôle Énergie, en charge des missions assez logiquement de développement de notre panel d'adhérents et des missions de financement. Pôle Énergie, vous le savez peut-être déjà, est une association dédiée à la facilitation de la transition énergétique et à la décarbonation de l'économie. À ce titre, nous accompagnons 150 membres, collectivités et entreprises, et plus largement, nous accompagnons l'ensemble des entreprises et collectivités de la région Hauts-de-France sur ces thématiques. Cela peut être par l'apport de compétences techniques, cela peut être par la recherche de financement, et cela peut être par la mise en relation qualifiée. Cela peut être enfin par la formation ou l'information, comme nous le faisons aujourd'hui. Nos domaines de prédilection sont ceux de la transition énergétique, l'efficacité énergétique des entreprises et des collectivités, sujet très intéressant aujourd'hui et beaucoup dans l'air du temps via le décret tertiaire. Les solutions de valorisation de la chaleur coproduite, les réseaux énergétiques intelligents, notamment les échanges chaleur-électricité, les ENR thermiques et électriques, géothermie, solaire thermique, solaire photovoltaïque, petit éolien, les solutions bas carbone dans lesquelles nous allons retrouver à la fois la méthanisation, le GNV, l'hydrogène et son pendant la méthanation. À ce sujet, nous organisons en début juillet un événement à la fois physique et dématérialisé. Il aura lieu à Arras le 6 juillet. Et notre thème, ENR thermique, ENR électrique, quelles opportunités pour mon entreprise? Nous parlerons de géothermie, de solaire thermique, de photovoltaïque, de chaudière biomasse, etc. Ce sera l'occasion de voir des porteurs de solutions, nous expliquer leurs méthodes et vous expliquer les solutions mises en œuvre, vous donner des idées pour des réponses concrètes aux problématiques de la transition énergétique. Le pôle est aussi animateur de la feuille de route régionale de l'hydrogène via le port hydrogène et délégué régional de France Hydrogène, l'association qui développe l'hydrogène à l'échelle nationale, via Jean Gravelier, directeur du pôle. Alors, pourquoi l'hydrogène? Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Pourquoi cette molécule dont on ne parlait pas il y a encore 3 ans, ou en tout cas peu, est sur le devant de la scène aujourd'hui? Pourquoi la France a mis sur pied un plan de 7 milliards d'euros, l'Allemagne de 9, l'Europe qui parle de centaines de milliards d'euros? Aujourd'hui, le plan de la France se traduit par des actions diverses, dont les principales sont portées par l'ADEME. Et à ce titre, l'ADEME a lancé des appels à projets. Il y en a notamment 2 appels à projets qui sont actuellement ouverts. Un appel à projet briques technologiques à hydrogène, qui va se positionner sur les gros électrolyseurs et sur les solutions innovantes autour de l'hydrogène. Il y a un deuxième appel à projet, qui est celui dont nous parlerons plus précisément aujourd'hui, qui s'appelle Écosystème territorial hydrogène, et qui fait suite à un précédent appel à projet, Hydrogène dans les territoires, dont le SNTAG, pour l'exemple régional, avec l'accompagnement de Pôle Énergie, a été attributaire en 2019. Le présent appel à projet consiste en la mise en place de points de production et de distribution d'hydrogène à la fois pour l'industrie et pour la décarbonation de la mobilité. Mais alors, pourquoi cet appel à projet? Je n'ai pas répondu du tout à la question. Dans une économie qui doit diminuer à la fois ses émissions de gaz à effet de serre, qui doit diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, à la fois sous l'impulsion de différentes lois, mais surtout sous la contrainte du climat, l'hydrogène paraît aujourd'hui comme une molécule extrêmement vertueuse. Sa combustion, son utilisation n'entraîne pas d'émissions de gaz à effet de serre. Elle est d'autre part hautement énergétique, 3 fois l'énergie du pétrole dans 1 kilogramme. Cette densité énergétique, cette absence de molécules carbonées à la combustion ou à l'utilisation en font donc une molécule séduisante, et les modes de production, auparavant extrêmement carbonés, sont dorénavant beaucoup plus propres.
L'appel à projet dont nous allons parler aujourd'hui est déjà lancé depuis maintenant 6 mois. Il a déjà fait l'objet de 2 premiers dépôts, en fin d'année 2020, et il y a un deuxième dépôt en mars 2021. La région Hauts-de-France a présenté 3 projets à cette AAP, dont 2 qui sont actuellement présents, qui vont être présents aujourd'hui, qui vont vous présenter leur façon de répondre et qui vous vont être présentés par les acteurs qui ont construit la réponse. L'objectif de notre échange est de comprendre et de démystifier l'hydrogène et cet appel à projet, de vous permettre de poser l'ensemble de vos questions, de comprendre les mécanismes qui amènent la réponse et d'identifier les bonnes pratiques pour la réponse à l'appel à projet. Quel programme pour ce webinaire? Il s'agit dans un premier temps de vous présenter une première réponse, celui du projet ShyMate sur le territoire du Dunkerquois. Sont présents Xavier Dering qui représentera le territoire et Rémi Vercrit, Dynamics, qui représentera le constructeur et l'opérateur de l'écosystème. Deuxième projet, le projet Somme Hydrogène Vert, porté par la CC2SO, opéré par Life et Engie. Seront présents François Fadehure pour la CC2SO, Christophe Dubruck pour Life et Nasser Benabien pour Engie. Après ces présentations des 2 projets et les questions qui seront associées, j'espère qu'elles seront nombreuses, l'ADEME régional, Robin Hamaz en particulier, vous présentera les outils de l'ADEME et l'AAP plus en détail. Pour finir, nous vous présenterons, nous, le pôle, via Nouad Pedizari, une étude que nous tenons actuellement sur l'hydrogène. Jean Gravelier, directeur du pôle, et moi-même conclurons cet après-midi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de rencontrer M. Jan-Erik Starlander. Il est responsable des relations avec les territoires pour France Hydrogène. Auparavant, M. Starlander, qui nous rejoint, titulaire d'un bachelor de Sciences Po Strasbourg, d'un master sciences de l'Université Lund et d'un master en droit de l'environnement de l'Université Strasbourg, était chargé de mission transition énergétique et industrie du futur pour la CCI France et s'occupe donc maintenant des relations avec les territoires pour France Hydrogène. Monsieur Starlander, c'est à vous. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'ai effectivement rejoint France Hydrogène très récemment en tant que responsable des relations avec les territoires. Un mot rapide sur France Hydrogène. Hein, donc, France Hydrogène, que certains d'entre vous connaissiez peut-être sous le nom d'AFIPAC. Hein, donc France Hydrogène, c'est le nouveau nom de l'AFIPAC. France Hydrogène fédère les acteurs de la filière française de l'hydrogène et qui sont structurés sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc à la fois des grands groupes industriels qui développent des projets d'envergure, notamment ceux qui vont être présentés cet après-midi, des PME, PMI et aussi des startups innovantes en lien avec le soutien de laboratoires et de centres de recherche d'excellence, des associations, des pôles de compétitivité et aussi un grand nombre de collectivités territoriales, hein, donc tous ces acteurs mobilisés ensemble pour le déploiement de solutions hydrogène. Notre association connaît une croissance rapide, hein, liée sans doute à cet engouement et l'accélération du déploiement de la filière, puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 320 membres et plus d'une cinquantaine de collectivités territoriales parmi ces membres. Donc, notre ambition est d'accélérer le développement de l'hydrogène renouvelable et bas carbone pour réussir la transition énergétique, afin de réindustrialiser le territoire également et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité de vie de toutes et tous. Comme ça a été indiqué, pour accompagner le développement de la filière qui est en plein essor et agir au plus près des acteurs locaux, nous avons souhaité développer le maillage territorial de France Hydrogène et donc de nous structurer depuis quelques mois avec la création de 12 délégations régionales. Donc ces délégations ont pour mission d'animer et structurer la filière hydrogène au niveau local, en lien bien sûr avec les autres acteurs du territoire et notamment les conseils régionaux, hein, qui ont tous adopté des feuilles de route et des stratégies en matière de développement de l'hydrogène. Et donc ces délégations ont aussi pour mission de soutenir et fédérer les initiatives pour aussi encourager à ce qu'elles aillent s'inscrire dans vraiment un écosystème
territoriales et régionales, et donc soient mis en cohérence, que les projets soient mis en cohérence les uns avec les autres. Et donc en Hauts-de-France, comme l'a indiqué Damien Grosso, c'est Jean Gravelier, directeur du pôle énergie, qui est le délégué régional France Hydrogène et qui anime la délégation régionale. Et je profite bien sûr de cette occasion pour remercier Jean Gravelier pour son investissement dans cette mission. Merci à vous, Monsieur Stalander, pour cette introduction. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, dans les projets qui sont sur le point de concrétiser, espérons-le. Et donc, j'accueille pour le projet ShyMed, pour le projet dunkerquois, Monsieur Xavier Derain, qui est directeur de l'ingénierie pour la communauté urbaine de Dunkerque, directeur du projet DK+ Mobilité et diplômé de l'École nationale des travaux publics de l'État, et Rémi Verdrit, délégué territorial EDF pour la région du Dunkerquois, directeur du développement territorial d'EDF, responsable du développement Dynamics sur les Hauts-de-France. Messieurs, c'est à vous, je vous laisse nous présenter un peu ce projet, et puis après, on échangera pour répondre aux différentes questions. Donc surtout, n'hésitez pas, vous avez une zone de texte à votre disposition sur le côté droit. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Rémi, Xavier, je ne sais pas qui commence. Je vais commencer. Bonjour à tous. Je suis Xavier Derain, donc directeur de projet au sein de la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà, donc Dunkerque, c'est un grand territoire industriel, gros consommateur d'énergie, avec notamment l'industrie métallurgique, mais c'est aussi un territoire où on a développé un gros réseau de transport urbain gratuit qui plus est, avec des cas plus de mobilité. Et on a la volonté d'aller vers la mobilité hydrogène au sein du territoire. C'est pourquoi notre objectif, c'est de développer une ligne de transport en commun qui fonctionne à l'hydrogène et également d'utiliser l'énergie qui vient de notre centre de valorisation énergétique pour produire cet hydrogène. Donc, on veut, puisque c'est le centre de valorisation énergétique des déchets qui va nous aider à produire cet hydrogène, évidemment, on a décidé de convertir également des bennes à ordures ménagères à l'hydrogène dans le cadre de ce projet. C'est là que on a créé ce partenariat avec Dynamics, la filiale d'EDF sur l'hydrogène, pour créer une station hydrogène à proximité de notre centre de valorisation énergétique qui va permettre de faire fonctionner une de nos lignes fréquentes de zone urbaine à l'hydrogène et quelques bennes à ordures ménagères dans un premier temps pour après monter en puissance sur cette énergie nouvelle. Je vais laisser Rémi expliquer plus précisément le projet, puisque techniquement, c'est lui le spécialiste. Merci Xavier, bonjour à toutes et à tous. Alors merci pour cette introduction. Donc je suis Rémi Vergrit, effectivement Rémi, en charge des activités. Je ne t'entends pas, je pense. En tout cas, moi je ne t'entends pas. Alors nous t'entendons bien. Vous m'entendez? Ok. Oui. J'ai pourtant le micro activé. Bon, donc Rémi Vergrit, je suis en charge des activités de développement du groupe sur le territoire et précisément des activités d'hydrogène, de développement d'hydrogène avec notre filiale Dynamics sur les Hauts-de-France et la Normandie. Donc, je vais vous proposer 2-3 slides très rapides de présentation qui vont poser le décor. J'ai vu qu'on avait une vingtaine de minutes, donc ça va aller très très vite avant les questions-réponses. Mais pour vous donner ce qui était demandé dans le cahier des charges de ce webinaire, pour vous proposer le calendrier et puis dans le mode concret, le site sur lequel nous allons nous implanter. Alors, est-ce que vous... Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez?
Alors, à l'instant T, pas encore, Rémi, mais je suis sûr que ça va arriver. La petite flèche en bas à droite partagée, normalement, ça devrait marcher. Au pire, Rémi, nous avons ton diaporama, donc on peut le passer à ta place. Eh ben, allez-y, alors, si ça marche mieux de votre côté. On va essayer de faire ça comme ça. Ah, sinon, peut-être que là, ça ira mieux. C'est parti. Vous l'avez? C'est parfait. OK. Bon, donc, effectivement, ce projet de développement d'hydrogène, de projet hydrogène, et comme Xavier l'a évoqué, c'est la rencontre et l'échange entre la communauté urbaine de Dunkerque, dont Xavier a parlé, 17 communes et 25 000 hectares, population d'un peu plus de 200 000 habitants sur la communauté urbaine. Une plateforme industrielle et portuaire de premier plan, puisqu'elle adresse effectivement des activités de production d'énergie majeure avec le CNPE de Gravelines, la centrale thermique des Cassis, le parc éolien offshore à venir et un réseau de chaleur urbain de 120 MW, donc très conséquent, et puis des consommateurs aussi de très grande ampleur, dont les 4 majeurs sont Arcelor, Aluminium Dunkerque, Liberty aujourd'hui, Ferrobloc Manganèse, la Comilog, etc. Dynamix, pour rappel, et pour ceux qui ne l'ont pas en tête, a été créé en 2019 par le groupe EDF avec une ambition d'accompagner les projets de développement de la production et de la commercialisation d'hydrogène sur les segments de marché que sont l'industrie et la mobilité. Donc, pardon ? Vous m'entendez? Donc, le modèle d'affaires est effectivement de développer, donc de construire des installations, de participer aux investissements et ensuite à l'exploitation de ces stations qui, effectivement, doivent répondre surtout au saut technologique de production de l'hydrogène, puisque l'hydrogène dans l'industrie est déjà fortement utilisé depuis des décennies, mais avec cette particularité d'être un hydrogène carboné, produit à 96% à partir de vaporéformage. Donc l'objectif du modèle, c'est de passer du vaporéformage, donc du craquage des molécules d'hydrocarbures, notamment de CH4, à l'électrolyse, donc au craquage des molécules d'H2O, avec de l'eau et de l'électricité, pour peu que l'électricité soit d'origine bas carbone, donc verte, ENR, énergie renouvelable idéalement, ou issue du mix énergétique français, qui est un de nos leviers par rapport à nos voisins européens et internationaux, qui est un de nos leviers, en tout cas de facteurs clés de succès, de cette électricité bas carbone sur le territoire national. Marché, industrie, mobilité, je voulais adresser, et puis ensuite, ça, c'est le développement de nos activités en Europe et à travers le monde. Rémi, je me permets, on ne voit pas ton PowerPoint se dérouler. Ah, c'est embêtant. On voit ton PowerPoint, mais juste la slide 1, qui est, ma foi, très belle. Peut-être le logo de l'ADEME n'est pas tout à fait à jour, et si Robin est là, il va nous tirer l'oreille. C'est pas prêt. Il nous l'ajustera. Alors, pour autant, je le déroule. Donc, ouais, effectivement... tu le fais à la main, peut-être on le verra. Est-ce que là, vous voyez? Non. Toujours pas? Là, oui, là, on est bien. Là, on est sur le slide numéro 2, la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, je vous l'ai exprimé, maintenant, vous le voyez. Donc, voilà. Je n'y reviens pas. Sur la partie métier Dynamix, cette filiale spécifique, je viens de vous l'évoquer, sur les enjeux, la création de stations, le développement et l'exploitation maintenance en complément des investissements sur les marchés mobilité et industrie, et puis les zones d'activité du groupe et de la filiale Dynamix à l'échelon national et international. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet pour essayer de coller au plus près au temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2018, à l'époque où Nicolas Hulot était ministre de la transition écologique, je crois que c'était le terme de l'époque, un plan hydrogène a été lancé, plan annoncé à 100 millions d'euros pour accompagner le développement de cette nouvelle filière d'hydrogène sur cette technologie nouvelle à partir d'électricité bas carbone. Donc, je suis désolé de t'embêter une nouvelle fois, mais on ne voit pas ton slide se dérouler. Donc, peut-être parce que tu es en plein écran, tu peux nous les passer comme ça, je pense que c'est assez clair. Voilà, là on est sur le slide 2. Oui, et là on est, voilà, donc il faut que tu les fasses à la main, désolé. Ok, d'accord, ok. Bon, merci, excuse-moi de t'avoir interrompu. Entendu. Donc après l'été 2018, effectivement, on sent l'accélération, en tout cas la volonté d'accélérer ce développement de technologies de nouvelles productions d'hydrogène avec un hydrogène effectivement bas carbone que nous décidons en novembre 2018, conjointement avec la communauté urbaine de Dunkerque et le centre de valorisation
énergétique exploité à l'époque par Delkia West Energy, d'adresser ce site qui nous semblait intéressant, comme l'évoquait Xavier, parce que, il nous permettait d'obtenir une électricité issue du turbinage et de la cogénération du centre de valorisation énergétique, dont le contrat d'obligation d'achat s'achève en 2023, c'est une date qui fonctionnait plutôt bien. Et puis 2, on était sur une zone qui est une des données fondamentales, qui était une zone dense en termes d'usage, avec les bennes ordures ménagères et les bus dont le dépôt est à proximité, qui pouvaient rapidement venir se sourcer sur le site même où serait produite cet hydrogène. Donc, le gros, en tout cas, une des clés du sujet, c'est de ne pas partir en disant « je peux produire de l'hydrogène à tel endroit », mais où sont les usages et quels sont les usages, qui est une clé effectivement aussi essentielle aux réflexions de ces projets. Quels sont les usages aujourd'hui, à 2 ou 3 ans, quand la station sera opérante, qui permettront de garantir suffisamment d'enlèvement de volume d'hydrogène pour qu'on puisse conjointement investir sur une station qui, techniquement et économiquement, y trouve la viabilité. Donc, l'analyse des fabricants d'usage est effectivement une donnée majeure sur le côté terrestre. Le côté ferroviaire, fluvial continue d'être analysé et de se développer, et on y viendra et on essaiera de les adresser plus tard. Mais en tout cas, sur le terrestre, ce qui semble être mature dans toutes les études qu'on a pu faire, ce sont les véhicules lourds avec une densité d'utilisation suffisante pour justifier, et ça l'ADEME et Robin Hamas vous l'évoquera très précisément, pour justifier du choix de l'hydrogène, tant sur le volet technique et économique, versus le choix de l'électrique ou le choix du GNV, qui peuvent se justifier en fonction de l'usage et de la manière dont on va utiliser les différents usages que l'on souhaite adresser. Donc 2018, on prépare ce dossier, on y répond assez rapidement puisque le premier guichet de l'ADEME était au 11 janvier 2019. Donc en 2 mois, on a plutôt monté un dossier ambition pour exprimer notre volonté et commencer à structurer nos réflexions. Nous déposons ce dossier qui n'est pas retenu et on nous pose des questions complémentaires tout à fait légitimes, justement de justification des usages et surtout de garantie des usages pour pouvoir équilibrer un modèle et les investissements. Et puis en 2019, donc fort de ces questions complémentaires de l'ADEME, puisque le travail de collaboration avec l'ADEME régionale et nationale est essentiel, c'est aussi une des clés importantes de réalisation de ces objets. En 2019, on instaure donc ces rencontres entre Dynamix, la communauté urbaine de Dunkerque et l'exploitant, Delkia West Energy, du CVE pour étudier les faisabilités techniques, donc d'installation sur le site, de sourcing en électricité et puis de capacité des usages à venir se sourcer sur ce même site. D'avril à septembre 2020, pour être tout à fait clair avec vous, stand-by du projet. Bon, petite période électorale pour les municipales de juin 2020, donc on a toujours des difficultés à ces périodes-là, puisqu'il y a d'autres enjeux majeurs qui étaient en œuvre. Donc là, on a une période de quelques mois où le projet s'arrête, et puis reprise du projet en octobre 2020. Donc c'est octobre 2020 à mars 2021. Il y a une petite erreur sur la terminologie et les dates, où là, effectivement, avec Xavier qui était l'ancien chef de projet du transport gratuit à Dunkerque, dont tout le monde a quasiment entendu parler, et qui reprend ce projet sur lequel on identifie et on travaille sur le montage juridique du projet, la confirmation des usages et les engagements ad hoc, l'analyse du foncier pour optimiser le lieu d'implantation de la station de production, de distribution et de stockage, le sourcing de l'électricité, et puis ensuite la rencontre avec les filières pour adresser les formations nécessaires, monter en compétences de la formation continue et de la formation académique, qui nécessiteront de venir compléter les compétences actuelles sur les technicités gaz, les technicités hydrogène, les chefs de projet qui vont pouvoir travailler sur ces sujets. Des compétences existent, d'autres sont à accompagner, et c'est ce que nous faisons également avec des organismes, des lycées, Automobile Transport, ou des écoles d'ingénieurs comme les universités du littoral et l'IMT Lille-Douai. Et donc, préparation du dossier ADEME pendant cette période de 6 mois où nous décidons de travailler en phase projet, donc avec Xavier Desrennes du côté communauté urbaine et moi-même du côté groupe EDF à Dynamix. Et nous mettons en place 5 groupes projets, un sur les usages, un sur l'implantation, un sur le sourcing d'électricité, un sur la gouvernance, comment nous allons organiser et structurer le véhicule juridique et financier qui permettra d'accompagner les investissements et l'exploitation de la station, et puis un sur la filière et la formation, que je viens de vous évoquer à l'instant. Ces travaux de 2020 sont sanctionnés et de fin 2020, début 2021 par le dépôt de dossier au 2e guichet de 2021 de l'appel à projet ADEME sur les hubs territoriaux.
Et donc, nous déposons ce dossier le 16 mars, pour lequel nous avons la réponse à mi-mai 2021, comme étant retenu par l'ADEME sur la manière dont on le structure et on le dépose. Donc, à partir du moment où nous sommes retenus, nous allons rentrer dans une phase d'instruction avec l'ADEME régionale et nationale, qui va courir de juin à septembre 2021, avec une date au 17 septembre importante pour que nous remettions l'ensemble des réponses que l'ADEME nous pose aux questions complémentaires qui ont été identifiées à la lecture de notre dossier. Et puis nous allons rechercher d'autres subventions, évidemment en parallèle des subventions ADEME, toujours dans les règles des plafonds de subventions de ce genre de marché, auprès notamment de la région et de l'Europe, qui pourront venir compléter les investissements sur les subventions sur les infrastructures, ainsi que sur les usages. L'objectif, c'est de se conventionner donc en novembre 2021 avec l'ADEME pour se garantir de ces subventions et pouvoir, à dessein, courant début d'année 2022, créer la société de projet, commencer à commander les usages sur lesquels nous sommes engagés pour enlever les kilos d'hydrogène produits, commander les équipements évidemment et contractualiser sur l'électricité, l'hydrogène, l'eau avec l'ensemble des fournisseurs et des exploitants. Objectif de la station, on avait identifié janvier 2024. Nous espérons, à la toute fin de 2023, pouvoir démarrer l'exploitation et la maintenance de cet objet. Je termine, je suis passé sur le planning pour vous donner une vision et ensuite on vous laissera poser les questions. Le centre de valorisation énergétique, vous le voyez, donc en jaune, le CVE, en rouge, le CVO. Derrière, à droite, vous avez les parkings des véhicules bennes ordures ménagères et CUD, dans le petit carré blanc. Et en dessous, nous avons un terrain identifié que l'on ajuste en termes de dimension foncière, puisqu'il nous faut environ 4000-4500 mètres carrés, qui viendront voir s'installer la station de production et de distribution d'hydrogène. Vous le voyez ici dans ce deuxième schéma, qui est le petit carré bleu, tout en bas à droite, dans la zone herbeuse aujourd'hui du territoire. Et l'objectif, voilà, du projet final, c'est d'avoir cette station avec l'ensemble des éléments de transformation, d'électrolyse, de refroidissement, de compression et de stockage, et une voie qui aujourd'hui est la rue Van Covenberg à Dunkerque, et une voie qui permettra d'avoir une espèce de contre-allée qui permettra aux véhicules lourds de venir s'approvisionner directement sur le site, et idéalement également, Xavier pourra en parler, au grand public, puisque l'idée et l'objectif de Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, avec lequel travaille Xavier, c'est effectivement de donner accès, dans une logique de programme éco-gagnant du territoire, à ce genre d'objet pour les citoyens, et tout en étant dans une logique de renforcement de leur pouvoir d'achat, d'économie sociale et solidaire, et d'amélioration de la qualité de l'air. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai fait très rapide pour qu'on puisse passer aux questions, la manière dont on a travaillé sur la partie planning, et puis les étapes à venir, puisque finalement on a beaucoup travaillé, comme vous l'avez vu, avec parfois quelques pauses, beaucoup de questions qui se posaient sur la question de l'implantation, des usages, de la gouvernance, et aujourd'hui on est en train de finaliser ces questions, tout à fait en collaboration avec l'ADEME, qui nous oriente, qui nous accompagne et qui nous aide, et qui, dans ces appels après, Robin Hamas vous l'évoquera tout à l'heure de manière plus complète sans doute, mais nous objecte sur le fait, en amont du dépôt des appels à projets territoriaux, de rencontrer les ADEME régionales en amont pour présenter le dossier afin qu'elles puissent en prendre la mesure, d'avoir un prix final de l'hydrogène qui tangente les 9 € du kilo, en tout cas qui soit au maximum de 9 € ou quasi du kilo, d'avoir une garantie d'au moins 50% des usages lors de l'installation de la station de production, et puis d'acquérir les véhicules qui seraient financés et subventionnés sous 2 ans après la mise en service de l'installation. Le projet dunkerquois, pour en terminer sur quelques données quantitatives, c'est un projet d'1 mégawatt de production d'environ 400 kg d'hydrogène jour, qui va adresser une dizaine de bus et 6-7 bennes ordures ménagères, et d'autres usages complémentaires sur lesquels nous travaillons actuellement. On va passer à un moment de questions. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Et s'il vous plaît, pas trop dans les questions, parce que ça nous oblige à gérer entre les deux. Et c'est pas forcément facile. Donc, plutôt dans le chat, c'est plus facile pour nous. En attendant d'avoir les premières questions, moi, je me permets. Première interrogation, Monsieur Darren.
au niveau de la collectivité, quel a été votre investissement quand vous êtes intervenu dans le projet et suite à vous êtes emparé du projet, vous avez sollicité Dynamics ou est-ce le contraire? Comment ça s'est passé? Un peu de détails serait le bienvenu. Voilà, on a retrouvé Rémi. Ah, Rémi, bienvenue parmi nous. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu parce que j'étais parti, mais donc voilà. Tu avais terminé. Très bien. Donc, en fait, le projet est né dans le cadre d'un groupe de travail qui a été mis en place dans le cadre de Dunkerque Énergie Créative, en fait, hein, qui est le groupe de travail sur l'appel à projet territoire d'innovation qu'avait lancé l'État sur le territoire national et auquel on a été lauréat, hein, puisque avec le projet Dunkerque Énergie Créative. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été créés et un groupe de travail porté sur la mobilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été lancé ce projet. D'accord. Ok. Alors, j'ai une question là sur le chat. Alors, une question autour du volume de production et de la quantité produite. Rémi, tu peux peut-être nous redire les métriques? Oui, bien sûr. Donc, la première phase du projet sera d'1 mégawatt, donc la puissance de l'électrolyseur, pour une production quotidienne de 400 kg d'hydrogène jour environ. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu la fin, mais je vous l'évoquais à la fin de mon propos, ce qui représente 20 à 30 véhicules lourds. Hein. On estime à environ une vingtaine de kilos, 15-20 kilos jour, en fonction du kilométrage des bus, l'utilisation d'un bus, et entre 8 et 12 kilos l'utilisation pour une benne à ordures ménagères. Donc 400 kilos jour, on va adresser dans un premier temps 250 kilos avec les usages aujourd'hui qui sont déterminés dans notre dossier. Et l'objectif, c'est de continuer d'aller chercher des usages complémentaires pour, à 2 ou 3 ans, après la mise en service, saturer complètement les 400 kilos d'hydrogène produits jour. D'accord. On avait une question sur les opérateurs privés, c'est-à-dire au-delà de la collectivité qui s'est emparé du sujet. Est-ce que vous avez réussi à convaincre des opérateurs privés pour la partie usage? Oui. Oui, alors je regardais si Xavier voulait y répondre. Alors, on a deux opérateurs complémentaires. Donc, on avait effectivement des engagements de Dalkia sur ses propres véhicules et une entreprise de bâtiment général qui s'appelle le CIDIL sur le territoire, qui, elle, possède une flotte d'une 60aine de camions Renault Master qui font 300-350 km jour et qui souhaitent convertir 6 véhicules dans le projet. Sur la partie véhicules légers tels que Ikangoo, ça fait partie de nos échanges avec l'ADEME. La justification du véhicule léger en hydrogène n'est pas évidente. Donc, on n'a pas de décision définitive, mais il semblerait que cet objet de véhicule très léger ne soit pas finalement intégré dans l'objet final. En revanche, on analyse de près ce que les fabricants nous proposeront, que ce soit les Ford Transit, les Renault Master ou autres, pour pas faire de marque spécifique, ce que les fabricants vont nous proposer sur les véhicules utilitaires, qui sont une vraie question importante pour les entreprises et ce genre d'exploitants, qui ont de plus en plus de mal à adresser les centres-villes, notamment en période de pic de pollution, dans les métropoles ou les agglomérations, avec des véhicules thermiques. Donc, eux ont envie d'y aller. Nous aussi, maintenant, il faut qu'on trouve la justification versus d'autres types d'énergie et de carburant, et puis un modèle économique viable, parce qu'aujourd'hui, on paye forcément les coûts de recherche et développement de ces fabricants. Donc, les premiers prix annoncés sont assez élevés. Donc, oui, on a d'autres, et puis on a d'autres acteurs. Alors, il n'y a rien de secret finalement. On échange aujourd'hui avec Kilotou, qui voudrait aussi convertir des objets sur sa flotte. Et puis, on échange avec des entreprises du domaine portuaire qui pourraient, en tout cas, adresser leurs propres fabricants sur des usages portuaires et participer à l'enlèvement de kilos d'hydrogène. Okay. Plusieurs questions sur le prix de l'hydrogène, le prix cible. On a parlé, on a eu plusieurs chiffres, mais on a parlé, Rémi, de 9 € le kilo. Qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que ça inclut
tous les CAPEX, tous les OPLEX, est-ce que c'est un prix acheté, est-ce que c'est un prix TTC? Est-ce qu'il y a des taxes spécifiques sur l'hydrogène aujourd'hui, au-delà de la TVA? Alors, le prix de 9 € du kilo, effectivement, inclut l'ensemble du modèle économique. Donc, les CAPEX et les OPEX. Donc, c'est le prix cible qui sera proposé aux utilisateurs finaux. Donc, hors taxe ou TTC, selon que vous soyez une entreprise ou un particulier. Donc, effectivement, pour les particuliers, on n'a pas une vision précise de la fiscalité encore aujourd'hui. On est dans des réflexions et en attente d'une vision, de cette vision fiscale finale. Mais en tout cas, c'est notre prix cible hors taxe pour les entreprises et la collectivité qui sera sorti d'électrolyseurs et qui intégrera tous les éléments d'investissement et les coûts opérationnels et les coûts opératoires de l'exploitation et de maintenance de la station elle-même qui intègre la production, la distribution et le stockage. Ça nous amène à plusieurs questions sur justement les coûts et sur l'électricité. J'ai vu plusieurs questions autour de la provenance de l'électricité. Est-ce que c'est un raccordement direct depuis le CVE? Est-ce qu'il y a un outsourcing? Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Oui, c'est une question clé. Comme on l'évoquait, l'objectif de sourcing électricité est majeur pour deux raisons. La première, c'est la question du prix. L'électricité va avoir un impact énorme, puisqu'on parlait du prix à l'instant sur le kilo d'hydrogène final. On estime, alors selon les projets de cette taille-là, ensuite sur les projets d'envergure, on a des économies d'échelle qui les ajustent, mais que l'électricité aura un impact entre 50 et 60% du prix du kilo d'hydrogène en sortie de distributeur. Donc, c'est effectivement une question clé du point de vue financier et c'est une question clé pour obtenir les financements du point de vue du type d'électricité qu'on va adresser pour alimenter ces fameux électrolyseurs. C'était un peu mon propos en amont, c'était de dire, voilà, si on utilise une électricité produite à partir d'énergie fossile, et c'était votre propos en introduction, Damien, c'est que l'hydrogène est intéressant dans son utilisation finale, mais n'est pas très intéressante si on la produit à partir d'hydrocarbures ou d'énergie fossile. Donc, il faut, et les données France Hydrogène, donc ex-AFIPAC, nous évoquent que le vaporéformage, la production actuelle, produit 10 à 12 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène produit. On a même des chiffres qui vont jusqu'à 17 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Ces mêmes données de France Hydrogène nous évoquent 1,8 kg de CO2 par kilo d'hydrogène avec d'une électricité d'origine renouvelable, donc solaire et éolienne, 3,2 kg par kilo de CO2 par kilo d'hydrogène produit avec le mix énergétique français, dont on bénéficie comme étant décarboné à 97%. 10% d'hydraulique sur le système de production français, 75% de nucléaire, alors un petit peu moins fil de l'eau, une dizaine de pourcents d'énergie renouvelable et ensuite les appoints thermiques. Donc, l'électricité qui va sourcer les électrolyseurs est une donnée importante. On a la chance de pouvoir se raccorder sur le mix énergétique français tout en étant vertueux du point de vue des émissions de CO2. Si on peut se sourcer auprès d'énergies renouvelables, c'est une donnée fondamentale. Le fait de se dire on va se sourcer sur une station de production de photovoltaïque, par exemple, ne suffira pas, sauf à avoir des stockages énormes et à commencer à produire bien des semaines ou des années avant d'utiliser l'hydrogène final. Puisque une année, c'est 8760 heures, du solaire dans le nord de la France, en tout cas, c'est entre 900 et 1000 heures. Quand bien même ce serait 1200 ou 1300 dans le sud, on voit bien qu'on ne peut pas couvrir de manière complète la production d'un électrolyseur avec simplement 1/8 de production de l'année et les variations et l'intermittence de cette production. Donc, utiliser des ENR très bien. Ensuite, il faudra trouver d'autres solutions pour avoir une électricité la plus bas carbone possible et qui nous permette d'alimenter de manière régulière et continuelle les électrolyseurs. Donc, on a sur le site du CVE, alors ça, ce sera une réflexion à chaque territoire et à chaque projet. On a effectivement la turbine, en tout cas l'émission avec une déchet biodégradable de la turbine et de la cogénération du CVE qui nous permet de nous raccorder directement au CVE pour utiliser la plus grande partie. Vous m'entendez, Damien? Je crois que vous. Ouais. Oui. Pour utiliser la plus grande partie de l'électricité produite. C'est bon. Tout va bien. J'avais peur que vous m'ayez perdu encore. Donc, pour utiliser la plus grande partie de l'électricité produite par le CVE. C'est ce qu'on appelle un raccordement direct. Et effectivement, ça fait partie des réflexions pour s'exonérer également du TURP et minorer d'autant le coût de l'électricité. Ça ne nous enlèvera pas la nécessité de se raccorder au réseau centralisé pour des questions de couverture et puis d'exploitation maintenance ou de panne du CVE qui ne nous alimenterait pas dans la durée. Donc, on va s'alimenter en double. Si derrière, on avait une production
éloigné du CVE, on passerait dans ce qu'on appelle le PPA, hein, de ce qu'on attend pour Purchase Agreement, qui nous permet de réaliser et de confirmer des garanties d'origine avec un producteur qui vend même à distance à un consommateur final une électricité avec telle origine. Voilà. Merci pour cette réponse très complète. J'espère qu'elle aura éclairé les gens. Je vais juste compléter une petite chose pour dire que notre CVE, qui est dans la zone industrielle de Petite-Sainte, pour ceux qui connaissent Dunkerque, c'est-à-dire une zone industrielle qui est au carrefour de deux axes routiers importants, que sont l'autoroute A16, qui est l'autoroute qui mène vers les pays du Nord et les grands ports du Nord et l'Angleterre, et également l'autoroute A25 qui va vers l'Interland dunkerquois et de la région. Monsieur Deren, tant que vous avez la parole, on a eu plusieurs questions sur si c'était une première phase côté territoire ou si c'était un projet one-shot, s'il y avait une vision de développement de la consommation d'hydrogène côté territorial. Sur le territoire, c'est une première phase sur la mobilité, mais on a d'autres projets de développement hydrogène sur le territoire, et notamment une usine qui va produire de l'hydrogène à destination de l'industrie par l'entreprise H2V. Donc, il y a plusieurs développements hydrogène sur le territoire, hydrogène vert. On a quelques questions sur le taux de subvention de l'ADEME. Peut-être que vous pouvez nous renseigner. Monsieur Hamas, sans doute mieux que nous. Mais moi, ce qu'on peut dire sans trop anticiper son propos, c'est que les subventions de l'ADEME viennent sur un taux de subvention qui peut osciller entre 20, 25, 30, 35% sur les infrastructures, donc l'électrolyseur, le stockage, la distribution, et qu'on a en complément des aides forfaitaires sur les usages. Donc les véhicules qui seront achetés dans le cadre des 2 ans après la mise en service 2 et qui sont éligibles parce que justifiés. Et là, on a des subventions sur les bus ou les bennes ordures ménagères qui oscillent entre 140 et 200 000 euros, 210 000 euros de mémoire, qui dépendent de la considération de l'entreprise qui les acquiert. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande entreprise. C'est une classification de l'ADEME en fonction d'un nombre de salariés et du chiffre d'affaires qui va permettre d'adresser et de se considérer comme petite, moyenne, grande entreprise. Mais Monsieur Hamas pourra compléter le propos. Écoutez, j'ai encore plein de questions, mais ce que je vous propose, c'est pour respecter le planning, on passe au projet de la CC2SO et de Somme Hydrogène Vert. Ce que je vous proposerais bien, c'est à l'issue de l'échange, on pourra reprendre quelques questions, peut-être avant la conclusion et comme ça. Pour ceux qui auraient des impératifs horaires, ils auront eu le temps de voir les 2 projets parce que sinon, on ne va jamais réussir à s'en sortir. Merci Monsieur Deren, en tout cas pour l'instant. Merci Rémi pour cette présentation. Et Monsieur Deren, si vous avez une dernière question ou une dernière… J'ai pas une dernière question, mais je veux répondre à une des questions et c'est important, c'est le sourcing de l'eau. Nous, on prévoit d'utiliser l'eau pluviale qui tombe sur le site juste à côté du CVE, qui s'appelle le CVO. Donc, c'est un bâtiment qui nous permet, compte tenu des pluies à Dunkerque, de récupérer l'ensemble de l'eau pour fabriquer l'hydrogène. Voilà. Effectivement. On peut utiliser l'eau industrielle ou de ville et on a besoin de 3500 mètres cubes d'eau à peu près pour ces 400 kg annuels. Voilà, merci. Merci pour ces précisions. Merci à vous 2 pour votre intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions, je les ferai suivre de toute façon dans un second temps. Passons donc au 2e projet déposé dans la région, l'appel à projet écosystème territorial hydrogène. Il s'agit du projet Somme Hydrogène Vert, porté par la CC2SO Life Engie. Alors visiblement, on a des problèmes de connexion avec Engie. Certainement un problème de pare-feu, voilà. Oui. Juste pour te signaler que Nasser Bendia de chez Engie a dû s'absenter. Il a une urgence, donc il va peut-être revenir. On le prendra en fin
d'entretien, mais il a dû s'absenter là en urgence. Donc voilà. Merci François pour cette précision. Je pense que vous maîtrisez bien le projet et que ce soit Christophe ou François suffisamment bien pour l'exprimer. Et puis, si Nasser Benabia arrive à nous rejoindre, tant mieux. En attendant, je laisse la parole à François Croix-Dur, qui vient de parler, qui est chargé de développement économique pour la CC2SO, après 26 ans dans la grande distribution. Et puis à Christophe Zaubry, qui est diplômé d'une école de commerce. Christophe a travaillé pendant 15 ans pour des grands noms de la logistique et est maintenant directeur du développement commercial de Live depuis 1 an et demi. Messieurs, c'est à vous. Merci pour la présentation et on suivra par des questions. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter assez rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de retard, le projet Sun Hydrogène Vert. Donc, l'origine du projet, c'est le cluster vert, donc vert comme valorisation. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre à l'écran la présentation, Damien, parce que moi, j'y arrive pas. Je vais essayer quand même. Je vais essayer de faire ça. Alors, je vais voir quelle présentation j'ai. C'est pas mon PC, donc je ne peux pas. Voilà la réponse. Mais Christophe, je suis sûr que tu as une présentation. Ah, mais moi, je l'ai aussi. Attends, bouge pas. Ça va venir. Il faut juste que j'aille chercher les éléments. Alors, désolé. Non, pas de souci. Il s'agit d'appuyer sur le bouton partager qui est au milieu de l'écran. J'ai vu. Pas en dessous de moi, en dessous de Christophe, en fonction de comment sont organisées vos fenêtres. C'est l'icône de droite à côté de l'engrenage. Ça, c'est bon. J'arrive. Parce que j'ai un chemin pour aller chercher le fichier qui est un peu long. Pas de problème, François. C'est les aléas de la technique. Si ça fonctionnait toujours du premier coup, on n'aurait pas besoin de technicien. C'est ça qui serait bien. On n'est jamais trahi par la technique. Jamais. Jamais. On n'a jamais de coupure de son, jamais. Alors, ça n'est pas en cours. On va y arriver. Est-ce que vous voyez quelque chose là ou pas, non? Alors, pour l'instant, François, ça vient. Mais oui, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je disais, une rapide introduction. Donc, le projet Sun Hydrogène Vert est un projet complètement différent de ce qu'on vient d'entendre sur Dunkerque. C'est un petit peu différent. Donc, on est parti. Il faudrait juste que j'appuie sur la deuxième diapo. Est-ce que vous voyez la diapo là ou pas? Oui, c'est bon. Voilà, donc le projet part du cluster vert. Le cluster vert, c'est comme valorisation énergétique des ressources territoriales. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les ressources territoriales et de développer de l'activité économique sur le territoire à partir de ces ressources territoriales. Donc, il y a 3 piliers à ce cluster vert. Un pilier énergie durable, dont on va parler un peu plus. Un pilier sur l'agriculture, voilà, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Un autre pilier, toujours en lien avec la ressource du territoire, sur les matériaux biosourcés de seconde vie. Donc, je fais très très rapide là-dessus parce que c'est pas le point. Donc, le territoire de la communauté de communes, c'est un territoire très rural. Tout à l'heure, M. Vergrit parlait de 25 000 hectares. Nous, on a un territoire de 90 000 hectares, donc territoire très très rural, pas de ville-centre. Les plus gros bourgs du territoire, c'est 2500 habitants, donc c'est vous dire. 40 000 habitants sur 90 000 hectares, donc une population très faible. Et néanmoins, on a déposé un dossier de candidature de production d'hydrogène. Donc, on est un territoire situé entre Amiens et Rouen. On est à un quart d'heure d'Amiens, et pour situer un petit peu ceux qui ne connaissent pas, et à 45 minutes de Rouen. Voilà. Avec un centre, vous voyez Croix-Rouge au centre. Donc, c'est là où on va accueillir la production d'hydrogène. Et c'est là où on va accueillir, j'ai mis en haut à droite une petite photo, c'est un hôtel pépinière d'entreprise qui va accueillir toutes les activités liées au cluster vert dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est juste pour la petite histoire. Donc un petit lien avec l'histoire et Amiens et l'hydrogène, c'est juste une petite anecdote. Donc ça, c'était Amiens et Jules Verne. Vous savez que Jules Verne a vécu à Amiens, était conseiller municipal d'Amiens en son temps. Et donc ça c'était dans l'île mystérieuse, déjà à l'époque, sur le personnage principal de l'île mystérieuse.
disait donc oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour utilisée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent fourniront une source de lumière et de chaleur inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Et ça date de 1875. Donc c'est dire que ça fait longtemps qu'on parle de l'hydrogène et Jules Verne avait ce côté un peu visionnaire. C'est juste pour l'anecdote, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà. Ensuite, juste pour situer, donc nous on est parti, donc je vous disais, des ressources du territoire. On a effectivement d'un territoire rural, donc beaucoup de biomasse disponible. Donc on a 20 000 tonnes qui sont mobilisables pour de l'énergie ou pour toute autre chose. On a un gros parc éolien, plus de 200 mâts installés sur le territoire, avec une puissance de plus de 650 gigawatts de production. Et on a quelques panneaux photovoltaïques avec des projets sur des bâtiments logistiques qui vont arriver là dans les années à venir. Donc voilà. Donc l'objectif du projet Somme Hydrogène Vert, c'est de tendre vers l'indépendance énergétique, la souveraineté. Bon, je vais vous passer tout ça parce que je pense que vous l'aurez dans la présentation, mais l'idée, c'est de tendre vers l'indépendance énergétique et de développer des filières pour développer de l'activité sur le territoire. C'était vraiment le sujet, enfin, l'intérêt pour le territoire. Je vais avancer assez vite parce que j'ai plusieurs diapos encore à vous présenter et je voudrais que Christophe puisse s'exprimer aussi. Donc, vous voyez, donc, au niveau de l'hydrogène, on a ce qu'on appelle l'intelligence hydrogène H23, donc c'est l'hydrogène selon 3 modes de production. Et là, on va s'intéresser, donc c'est notre projet à terme sur le territoire de production d'hydrogène. Et là, on va s'intéresser tout particulièrement à l'hydrogène produit à partir de l'électricité éolienne, parce que c'est ce qui est présent en masse sur le territoire. Donc, on va produire à partir de l'électricité éolienne de l'hydrogène pour de la mobilité et pour l'industrie. C'est schématique, mais c'est pour vous dire que c'est pas le seul projet qu'il y aura sur le territoire en termes de production d'hydrogène, captage du CO2, etc. On a plusieurs projets dans le cadre du cluster vert qui vont venir se développer sur le territoire. Toujours dans ce projet Somme Hydrogène Vert, donc on a un site de production dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une zone d'activité d'une centaine d'hectares située en bordure de l'A29, je vous disais tout à l'heure entre Amiens et Rouen. Et la particularité du projet Somme Hydrogène Vert, c'est qu'on a un collectif d'usagers. On a délibérément fait le choix d'avoir une multitude d'usagers. Donc, on a des usagers dans les collectivités, donc sur les transports, des bus, des cars, etc. La communauté de communes qui gère des cars, par exemple, va passer des autocars hydrogène. Voilà, on travaille sur tout un tas d'usages, sur des blocs de véhicules utilitaires et lourds pour les collectivités, et sur des BOM aussi, sur des collectivités qui gèrent des BOM. Et à chaque fois, ce ne sont pas l'ensemble du parc qui vont être passés, donc c'est à chaque fois 1 ou 2 bus par collectivité, afin de ne pas, entre guillemets, mettre en péril, passer l'ensemble du parc à hydrogène, parce que ça a un coût. Donc on a souhaité avoir beaucoup d'usagers. Donc on a des usagers collectifs, mais on a aussi des usagers privés, donc dans des transports, dans la logistique indoor, c'est-à-dire des chariots élévateurs, la logistique du dernier kilomètre, et aussi sur des process industriels. On est un territoire où on a juste à côté de chez nous les verreries de la vallée de la Brenne, qui est le pôle mondial de la verrerie, de luxe. Et ce sont des process qui utilisent de l'hydrogène. Donc on est aussi en lien avec la Glace Valley pour leur fournir de l'hydrogène à terme. Voilà. Donc j'avance très très vite. Donc le projet c'est quoi? Mais ça Christophe le détaillera après. Christophe de chez Life va le présenter après. Donc à partir de l'hydrogène, de l'électricité des éoliennes, par électrolyse de l'eau, on va produire de l'hydrogène et on va distribuer localement. Et l'objectif, on est à peu près comme sur Dunkerque, c'est de produire en 2023 400 kJ d'hydrogène, comme je vous le disais, pour des usages divers, de l'industrie à la mobilité des chariots, etc. Donc, je ne reviens pas dessus, je vous l'ai déjà
je vous l'ai déjà dit tout ça. Je continue à avancer. Donc, le projet, il est porté par effectivement deux groupes de projets. Une SPV sur la production d'hydrogène qui est portée par LIFE, qui va se présenter tout à l'heure, et dans laquelle la communauté de communes via une SAS, la SAS Sun Sud-Ouest Énergie, sera présente, mais à titre, je dirais, c'est juste plus pour voir, quoi. On n'est pas du tout un investisseur majeur. Et dans l'autre côté, la partie distribution est portée par Engie et par la FDE, la Fédération départementale de l'énergie de la Somme. Voilà. Et en amont, pour la fourniture d'électricité, on s'est rapproché d'opérateurs éoliens, donc on cite Innovant, Énergitime, Enertram, etc. Donc ce sont des opérateurs qui sont présents sur le territoire, qui ont des gros parcs éoliens sur le territoire, avec lesquels on est en contact pour nous fournir l'électricité pour la production d'hydrogène. Je continue à avancer. Donc ça, je vais le passer très rapidement. Donc c'est les autres phases du projet, mais on sort du cadre du jour. Effectivement, il y a d'autres projets de production d'hydrogène à terme sur le territoire, donc à partir de la biomasse, ou demain à partir du photovoltaïque. Je passe très rapidement. Donc l'idée, c'est effectivement de produire de l'hydrogène. Hein. Donc on a dit 200-400 kg en 2023 pour monter et après intégrer l'électricité photovoltaïque un peu plus tard. Et l'idée, c'est effectivement, au fur et à mesure que l'on va monter dans les quantités produites, c'est d'arriver à un prix. Alors là, c'est une simulation, on n'est peut-être pas encore, on sera peut-être pas tout à fait à 4 €, ça m'étonnerait, ou 5 €, mais voilà, l'idée, c'est au fur et à mesure que les quantités, les usages vont se développer, les quantités produites vont monter, on a un prix d'hydrogène qui va descendre parce qu'on a des coûts fixes qui vont baisser. Voilà, donc l'idée après, c'est aussi de continuer à développer sur des usages pour le train, on réfléchit au train. On est un territoire très rural, donc on est en lien aussi avec des opérateurs, des fabricants de tracteurs pour développer des motorisations électriques qui fonctionnent à l'hydrogène pour les tracteurs agricoles. Donc on a un projet aussi je vais très très vite, on a un projet, donc dans le projet, donc le projet de production serait ici, hein, sur Poiron, près de Picardie, le long de la 29. Il y aurait une station de distribution et l'idée à terme, au fur et à mesure du développement des usages, je ne sais pas ce qu'on aura dans un premier temps, mais au fur et à mesure du développement des usages avec les collectivités ou les porteurs privés, c'est d'avoir plusieurs stations, de mailler le territoire en stations de distribution d'hydrogène sur Amiens, sur Abbeville. On a Beauvais au sud, qui n'est pas très très loin, qui est à 40 km. On pourrait aussi aller sur Beauvais. Et l'idée, c'est de mailler le territoire au fur et à mesure du développement des usages à partir du site de production de Poiron. Voilà. Donc, j'ai fait très très vite. Si vous avez des questions, vous pourrez m'en poser autant que vous voulez après. Je vais laisser la parole à Christophe, qui va lui rentrer un peu plus dans le côté technique, se présenter live déjà, et puis rentrer un peu plus dans le côté technique. Ok, merci François. Bonjour à tous déjà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Merci Damien pour l'invitation et l'organisation. Pour vous donner un petit peu d'informations sur LIFE que tout le monde ne connaît pas forcément, je vous passe quelques diapos et je vous parlerai du projet bien sûr juste après. Donc LIFE, c'est d'abord une vision, en prenant un tout petit peu de hauteur, c'est celle de se dire qu'on peut aujourd'hui subvenir à nos besoins énergétiques en s'inscrivant dans l'écosystème naturel plutôt qu'en essayant de le dominer, ce qu'on a fait pendant quelques années et quelques siècles, et donc passer de ce statut d'homme prédateur qui se voulait maître et dominateur de la nature au statut d'homme contributeur pour se replacer à notre juste position dans l'écosystème et ne pas abuser des ressources que la planète est capable de nous offrir. Et ça, cette ambition-là, cette volonté, on la partage pour nous, bien sûr, et pour la planète, et surtout pour nos enfants, puisqu'on est tout à fait conscient que les efforts qu'on est en train de porter aujourd'hui auront des effets uniquement pour les générations futures. Donc c'est pour eux qu'on se lève tous les matins, et on est fiers de ça.
Alors, Life, qui sommes-nous? Nous sommes producteurs et fournisseurs d'hydrogène écologique, propre et renouvelable. Nous sommes ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire que la société a été créée uniquement pour ça. Elle est née du travail d'une équipe qui était dirigée par Mathieu Guéné, dans le cadre du CEA à l'époque, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et voilà, en ayant travaillé, fait beaucoup d'exercices de recherche autour de cette activité qu'est l'hydrogène, les énergies maritimes renouvelables et la gestion de l'intermittence de ces énergies, ils se sont dit, voilà, mais il faut passer maintenant à l'échelle industrielle, et donc ils ont quitté le CEA pour créer Life. Nous existons maintenant depuis 2017, et l'aventure s'est accélérée après une première levée de fonds qui s'est opérée courant 2019. Et moi-même, je participe à l'aventure depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et ce qui fait la particularité de notre procédé de fabrication, c'est que nous sommes en connexion directe aux énergies renouvelables. Et ce qui fait le savoir-faire de Life, c'est la capacité à gérer cette intermittence de l'énergie en entrée de process. Donc, j'espère que vous voyez la vidéo, la bande passante est j'espère, suffisante. On passe du PowerPoint au concret, puisque vous voyez ici la concrétisation de cette aventure avec notre premier site, le premier d'une longue série, on le souhaite, on y travaille ardemment en tout cas. Premier site de production qui voit le jour en ce moment même en Vendée, sur la côte atlantique, pas très loin de Noirmoutier. Et vous voyez ici un site qui a une emprise au sol d'à peu près 3000 m², dont 500 m² de bâtiments, qui est directement connecté à un parc éolien qui est à quelques centaines de mètres de là. Donc il y a physiquement un câble qui nous relie à ces éoliennes. Et donc ça nous garantit de faire deux choses principales et fondatrices pour le développement de la filière hydrogène. C'est d'avoir accès à de l'énergie électrique renouvelable en grande quantité, qui permettent de faire fonctionner un process global d'électrolyse et de fabrication d'hydrogène à grande échelle pour massifier la production et faire baisser les coûts. Et ça adresse du coup le deuxième objectif, qui est celui de faire un hydrogène compétitif, en plus d'être propre. Donc pour vous donner quelques détails sur l'outil de production qui pourrait être celui du projet de Croix-Rousse dans la communauté de communes Somme Sud-Ouest en 2023, c'est un site qui est directement connecté donc à un parc éolien et qui dispose d'une source d'eau, autant que faire se peut de l'eau non potable, ce qui est le cas notamment en Vendée, puisque c'est un territoire qui est connu pour avoir très très peu d'eau douce, donc on va directement prendre de l'eau de mer, qui sera traitée, purifiée, dessalée, et ensuite l'électrolyseur fait son travail de séparation des molécules, et donc on va avoir d'un côté la production d'hydrogène, bien sûr, et de l'autre des émissions de l'atmosphère uniquement d'oxygène. L'hydrogène est capté, il est purifié lui aussi, une deuxième fois, il est compressé et stocké dans des unités mobiles directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock, à part un buffer en sortie de process, mais sur le site, il n'y a pas de stock. C'est uniquement des unités mobiles qui vont servir aussi à acheminer l'hydrogène chez nos clients, qui vont permettre de stocker l'hydrogène. Et ensuite, on assure donc également l'acheminement et la livraison de ces containers. C'est sous cette forme-là. À l'intérieur, il y a des grandes bonbonnes d'hydrogène, bien sûr, sous pression. Et on va livrer cet hydrogène sur son lieu d'usage. Donc ça nous permet d'être assez souple pour adresser soit des usages en station, soit des usages dans des quantités qui correspondent, bien sûr, en industrie directement ou dans des centres logistiques ou autres, et donc d'adresser un écosystème de quelques dizaines de kilomètres autour d'un site de production. Et ces sites de production, notre ambition, c'est de les déployer partout en France et en Europe, de façon à créer un vrai maillage de production d'hydrogène écologique et qui le permet de le rendre accessible à tous. Alors sur le projet Somme Hydrogène Vert, nous travaillons depuis le départ avec la communauté de communes Somme Sud-Ouest, qui nous avait, enfin on s'est rencontrés quoi, clairement sur le site, enfin le salon, c'était encore une époque où on pouvait en faire, Evolution en 2020. On avait pris contact à ce moment-là et donc on a rejoint ce projet, cette belle aventure à ce moment-là. Et notre rôle dans ce projet, c'est bien sûr la production d'hydrogène. On travaille aux côtés de la Fédération de l'énergie de la Somme, territoire d'énergie 80, Engie Solutions et Storengy, qui prend le rôle de la partie distribution d'hydrogène pour animer et piloter les stations de distribution d'hydrogène. Et voilà en très 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 schématique l'esprit de ce projet à Croix-Rousse.
qui consiste à avoir un site de production situé dans le territoire de la CC2SO à Croix-Rouault, donc le long de l'autoroute A29, comme le disait François tout à l'heure. Et ce site va être alimenté avec les deux intrants principaux qui nous servent à travailler, qui sont l'eau et l'électricité, mais pas n'importe laquelle, puisque on va utiliser des électrons verts qui viennent d'un parc éolien qui est en directe proximité de ce site. Il se trouve que sur ce territoire, il y a une abondance d'énergie éolienne. Donc on va profiter de cette ressource qui est maintenant vraiment inscrite dans les gènes du territoire. Et d'autre part, on va utiliser de l'eau résiduelle, donc ce sont des eaux de ruissellement d'un centre d'enfouissement qui est très proche. Et ces eaux aujourd'hui ne sont pas rejetées au milieu, elles sont vaporisées pour être reportées dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Et donc on a un bilan énergétique évidemment un peu dramatique autour de ça, puisque l'eau est traitée plusieurs fois avant d'être chauffée pour qu'elle soit vaporisée dans l'atmosphère. Donc on travaille là-dessus, c'est pas encore complètement acté, mais on travaille ardemment avec le Trinoval et la Dreal pour récupérer cette eau qui est disponible en quantité suffisante pour alimenter notre process et fabriquer l'hydrogène à partir de ces molécules, puisque nous, ce dont on a besoin, c'est pas de l'eau pour boire, c'est simplement H2O. Donc de l'eau, il nous faut juste ces deux molécules pour travailler. Et donc d'autre part, on va se servir donc de ce système d'acheminement et de livraison d'hydrogène que nous avons développé, qui permet de livrer de l'hydrogène déjà compressé à 350 bars sur ces lieux d'usage, ce qui permet d'avoir une installation en termes d'infrastructure sur les stations de notre partenaire Engie, qui permet d'être plus souple et de taille moins importante. Et ça permet, notamment dans le projet qui est porté par la CC2SO, d'adresser une multiplicité d'usages différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'un usager massif. Alors il en faut, bien sûr, mais on n'est pas dépendant de ça, ce qui fait qu'on peut se permettre d'adresser plusieurs types d'usagers et de clients différents, que ce soit pour la mobilité, le transport, l'industrie ou la logistique. Alors pour vous donner un peu de feedback, là-dessus, François, on partage bien sûr la parole. Je ne sais pas si Nasser a pu se connecter, entre-temps, je ne vois plus l'écran du webinaire, je ne crois pas. Non, Nasser, c'est pas. Ok. Donc, avant de passer sur le feedback, et si Nasser ne peut pas nous rejoindre, la participation d'Engie au projet est vraiment axée sur la partie distribution de l'hydrogène. Donc, on aurait une station, je reviens sur la slide d'avant, excusez-moi, on aurait une station qui serait située toute proche du site de production, voire même en directe proximité, pour, encore une fois, avoir le système le plus intelligent possible et le moins coûteux, et également une station sur la métropole d'Amiens pour alimenter des usages locaux. Et on a la capacité, comme je vous le disais, à livrer et adresser aussi des usages en industrie. Et donc Engie porterait l'implantation et l'investissement sur ces deux stations de distribution. Pour l'instant, ça peut effectivement se développer et exploiterait ces stations pour distribuer l'hydrogène à nos clients utilisateurs. Alors, sur le montage du projet, ça a été une approche vraiment différente de nos confrères côté Dunkerque, puisque là, le projet a vraiment été écrit et initié par la collectivité, donc l'équipe de François, au niveau de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Donc c'était un angle de travail vraiment différent, puisque dans le montage du consortium, il a fallu trouver un équilibre naturel entre les acteurs, puisque la gestation du projet a généré de nombreux contacts du côté de la CC2SO, et donc à un moment donné, il fallait bien décider de quels seraient les acteurs qui animeraient le projet finalement. Le positionnement du projet aussi au sein du pôle métropolitain du Grand Amiénois, dont la CC2SO fait partie, a été un sujet, puisqu'il fallait encore une fois créer des synergies et massifier les approches pour ne pas multiplier les petits projets qui sont délétères pour le déploiement de la filière, puisque ça crée des coûts de fonctionnement très importants pour des petites utilisations, et là on a vraiment quelque chose qui peut être massif pour l'ensemble d'un territoire. Et bien sûr, ça s'est fait en lien le plus tôt possible avec l'ADEME pour travailler en vraie cohésion. C'est vraiment super important, puisque on a une lecture d'un cahier des charges d'appel à projet qui peut différer en fonction de qui on est et ce qu'on fait. Et l'apport et l'explication de l'ADEME dans ce qui est attendu et souhaité
notamment sur la performance environnementale, est précieux parce que ça nous permet d'être certain de ne pas répondre à côté de ce qui est attendu. Et l'objectif étant bien sûr que le projet voit le jour. Sur la partie usage, François, je te laisse peut-être développer, parce que tu y as beaucoup œuvré. Donc, c'était aussi l'originalité de ce projet, c'est que c'est beaucoup François, avec son équipe, en fait, qui a travaillé sur la recherche des usages locaux. On continue à travailler sur le développement des usages, parce que comme c'est important d'avoir des usages stables et importants, parce que plus les usages seront importants, plus effectivement on aura un prix d'hydrogène qui sera je dirais, compétitif, et plus on arrivera à fidéliser d'autres usages, à fixer d'autres usages. Donc ça, c'est vraiment important. Donc la particularité, mais je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a des usages, une multiplicité d'usages. On n'est pas sur un opérateur, et ce sont des usages dans l'industrie, dans la mobilité, dans le public ou dans le privé. Donc ça, c'est vraiment le parti pris. On a fait le choix volontairement d'avoir une multitude d'usages, qui implique peu en fait les opérateurs. Quand on veut impliquer un opérateur privé, on peut pas lui demander de passer 10, 15 camions, etc., ou 10 ou 15 véhicules, et qu'il va en passer un ou deux, entre guillemets, pour voir. Et si ça fonctionne, je pense qu'il ira après, parce qu'ils sont très sensibles quand même au fait de rouler propre, on va dire. Mais voilà, c'était vraiment notre partie. Après, effectivement, au niveau de l'approvisionnement, effectivement, on évolue en fonction des usages, on s'adapte. Les stations, on a dit effectivement, il y en a une sur Amiens, une sur Croix-Rouge, mais on ira, je dirais, développer l'approvisionnement où il y a des usages. On va vraiment s'adapter. Et après, il y a une partie qui est en direct sur des stations, mais aussi il faut s'adapter selon les opérateurs. Il y a des opérateurs, il faudra qu'on leur apporte de façon sur les tubes trailers par les camions que Christophe disait tout à l'heure, ils seront livrés directement par les tubes trailers, et pourront s'approvisionner directement dessus. Sur des chantiers ou autres, il faut vraiment qu'on envisage qu'on s'adapte à la demande de nos usagers. Ça, c'est vraiment absolument. Et c'est ce qui est permis aussi par le modèle semi-centralisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint. Alors, il faut trouver à chaque fois un équilibre économique et technique, évidemment, mais on n'est pas contraint par le fait d'avoir la station qui est accolée spécifiquement à l'électrolyseur, ou en tout cas à l'unité d'électrolyse et de préparation de l'hydrogène. Et ça permet du coup d'avoir un site de production plus gros et qui va alimenter plusieurs stations ou plusieurs clients dans l'écosystème local. Sur le montage financier et le foncier, parce que je vois que le temps passe, on a effectivement ce que citait François tout à l'heure, des fléchages, en tout cas de parcelles qui sont déjà identifiées pour accueillir ces projets. Donc là-dessus, c'est effectivement une des facilitations du projet et de son déroulé. Et sur le montage financier, François en parlait tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, mais grosso modo, les opérateurs privés que nous sommes avec Engie portent leurs investissements sur leurs infrastructures et la collectivité participe de façon à garder la main et garder une visibilité sur le projet. Mais la grande part des investissements sont portés par les opérateurs privés, ce qui permet à la collectivité de ne pas utiliser de l'argent dans cette infra, mais plutôt dans l'augmentation des usages qu'ils peuvent porter pour partie, notamment pour la CC2SO à travers des CAR. Voilà, et sur le planning et d'autres sujets divers, François, tu pourras témoigner, mais pour ce qui est de l'impact du Covid, voilà, il y a du bon et du mauvais, parce que finalement le télétravail nous a rendu beaucoup plus souple pour enchaîner des rendez-vous et faire des présentations et faire des vidéos beaucoup plus facilement que s'il fallait organiser des déplacements à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était plutôt facilitant d'un point de vue technique. En revanche, nos interlocuteurs, eux, étaient peut-être un peu moins disponibles. Donc c'est vrai que la période n'a pas été simple pour aller, dans certains cas, au bout de nos sujets. Donc on a, voilà, comme tout le monde, je pense, du positif et du négatif à retirer de l'année 2020 et du début de l'année 2021. Sinon, dans le projet qui a été déposé au mois de mars, nous prévoyons un déploiement dans le deuxième semestre de l'année 2023 et une mise en service fin 2023, a priori, sur le territoire de la CC2SO.
D'autres choses, François, avant qu'on passe peut-être aux questions-réponses? Tu as été très complet, comme d'habitude. Ok. Merci, François. Merci, Christophe. Merci à vous deux pour ces présentations. Peut-être, François, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais effectivement, on n'a pas eu NJ, qui aurait dû aussi présenter une partie, mais Christophe en a parlé un petit peu du rôle d'NJ. Donc, voilà. Pour reschématiser, hein, vous avez Light qui produit et puis NJ qui distribue sur 2 stations de distribution. C'est aussi l'originalité du projet. Toutes les deux au plus près des usages. Une station située le long de l'autoroute à Croix-Rouge et une deuxième située directement sur la métropole d'Amiens. Quelques questions déjà et plusieurs questions d'ailleurs qui se rejoignent sur le problème de la fourniture d'électricité. Christophe, vous avez parlé du raccordement direct aux éoliennes. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Est-ce que vous utilisez que le surplus? Vous utilisez toute la production? Comment ça se passe quand il n'y a pas de vent? Etc. etc. J'ai combien de temps? Christophe, allez, je fais très vite. Le sujet. Je fais très très vite, c'est promis. Oui, l'hydrogène est effectivement une certaine forme de capacité à stocker les surplus des énergies renouvelables. C'est vraiment l'ambition de cette technologie à terme et c'est ce que nous souhaitons faire. Aujourd'hui, en 2021, et sur les écosystèmes que l'on projette de déployer dans les 3-4 années qui viennent, le modèle économique d'une production d'énergie hydrogène par électrolyse de l'eau ne suffit pas si on ne prenait que les surplus, par exemple, des productions d'éoliennes sur un territoire. Je pense que ce sera faisable à terme, mais pas tout de suite. Donc aujourd'hui, on se positionne plutôt sur de la consommation régulière des électrons qui sortent des éoliennes en direct, et le surplus du coup part sur le réseau. Mais c'est évident que demain, l'idée c'est plutôt de faire l'inverse. Mais aujourd'hui, ça n'est pas encore viable économiquement parlant. Si je dois parler des projets de Life à plus long terme, sachez qu'aujourd'hui, on travaille sur des déploiements de sites onshore, mais que nous sommes déjà en recherche et développement et premier déploiement de démonstrateurs sur le volet offshore, avec de la production massive d'hydrogène en mer grâce à de l'éolien aussi. Pour ce qui est de l'intermittence, alors on a plusieurs niveaux de gestion de l'intermittence et en fait, nous ce que l'on a apporté, c'est la capacité à gérer ça justement à travers plusieurs niveaux d'intelligence artificielle qui vont partir depuis la connaissance de la ressource jusqu'à la connaissance de notre client. Et c'est vraiment, moi qui viens des métiers du transport et de la supply chain, pour ceux qui connaissent un peu, c'est exactement ça. Je gère mes appros et je gère mes clients et je regarde comment je travaille ma production au milieu pour être en phase avec mes ressources et les besoins de mes clients. Donc, il y a des moments, effectivement, dans l'année, vous me direz, où il n'y a pas de vent. Ça arrive. Et donc, ici, on a la capacité à avoir un savant mélange entre ce que l'on va stocker chez nous, en partie, ce qu'on va stocker chez nos clients et ce qu'on va prévoir de produire en fonction des capacités d'un parc éolien. Donc voilà comment on travaille cette intermittence. Nous avons des sites qui sont bien sûr connectés pour leur process en direct aux énergies renouvelables, mais ce sont des sites de production d'hydrogène classés ICPE, donc on est quand même connecté au réseau, rassurez-vous, pour ne serait-ce que les équipements de sécurité et voilà, le fonctionnement du site, ne serait-ce que pour les solutions de base. Et d'ailleurs, légalement en France, je crois qu'on ne peut pas implanter une entreprise sans être connecté au réseau. Mais c'est vraiment destiné à être une sécurité et un backup, mais le process, lui, fonctionne bien sur les ENR. J'ai eu des questions aussi sur la ressource en eau. Oui. Que ça se passe sur la question se pose d'ailleurs sur Bouin ou sur Trinoval, le fait de partir d'un côté d'une eau saline, de l'autre côté d'une eau usée entre guillemets. Est-ce que ça entraîne des surcoûts? Est-ce que au contraire la ressource étant gratuite ou est-ce qu'il y a factuellement, oui, ça entraîne des surcoûts, bien sûr. Toutefois, il faut vraiment les mettre en lumière par rapport, en perspective, pardon, c'est ça que je cherchais, par rapport à l'ensemble du coût du process. Rémi, mon confrère tout à l'heure, évoquait le fait que l'électricité, bien sûr, était la composante majeure du prix de revient de la production d'un kilo d'hydrogène.
c'est évidemment vrai, et l'impact du traitement de l'eau, même s'il est plus complexe et avec un peu de dessalement, est finalement très faible dans le prix de revient d'un kilo d'hydrogène. Mais oui, factuellement, ça ajoute des modules supplémentaires, mais on a ce savoir-faire chez nous, chez Live, donc on intègre cette brique-là aussi de traitement d'eau, ce qui nous rend assez souple sur le fait de pouvoir s'adapter à tout type d'eau en entrée, et notre souhait, en tout cas, c'est d'éviter autant que possible l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine ou animale. Ça nous amène à une question justement sur l'eau, sur les quantités, et on a eu plusieurs fois la question sur les métriques. Quelle quantité d'énergie et d'eau pour obtenir 1 kg d'hydrogène? Alors pour 1 kilo, excuse-moi, il faut que je rallume mon cerveau là, mais pour une tonne, on va avoir besoin en entrée d'eau brute, non traitée, de 30 mètres cubes. Donc on est à 30 000 litres pour 1000 kilos d'hydrogène. Donc voilà, c'est une quantité d'eau qui finalement, en toute relativité, puisque l'eau c'est précieux, mais qui est assez faible finalement pour produire 1 kg d'hydrogène. Et environ 50 MWh, je dirais. Comment? Et environ 50 MWh. Une tonne. Ouais. Oui, on n'est pas loin de la vérité. Voilà. Kilowatts, pardon. Pour 1 kilo. Ouais, bah là on était à la tonne. Donc, ah bah oui. Je vois le chat. Je vois le chat en même temps, mais voilà. C'est un peu plus que 50. Après, ça dépend de la performance de l'usine au global. Ça, c'est évidemment des choses sur lesquelles nous travaillons ardemment, puisque l'électrolyseur consomme beaucoup, mais il y a aussi tous les périphériques. Et donc, notre boulot, on fait, comme tout bon entrepreneur, des recherches sur les coûts, mais bien sûr aussi sur l'efficacité du process. Ok, alors il y avait une nouvelle question sur le fonctionnement de l'électrolyseur. Est-ce qu'il est continu, discontinu? Visiblement, ça n'a pas encore été assez clair comme sujet. Il est discontinu, je confirme. Ok. Voilà. C'est le secret industriel de Live pour trouver son modèle économique. Et ça amène à une autre question, mais est-ce que vous arrivez à atteindre les objectifs de l'ADEME et dans une fourchette de prix raisonnable? Est-ce qu'il y a un TCO qui est raisonnable pour les usagers Oui. On est aujourd'hui en capacité d'adresser l'attente de l'ADEME qui consiste à avoir de l'hydrogène à 9 € à la pompe pour le client final. Donc ça signifie que chez nous, en sortie de process et livraison incluse, on est évidemment moins cher que ça pour que un opérateur de station tel que Engie par exemple ait, on va dire, l'épaisseur économique suffisante pour installer une infrastructure de distribution ad hoc. Très bien. Moi, je pense que j'ai globalement fait le tour des questions. Merci pour votre intervention, François-Christophe. Je regrette que Nasser ait pas pu nous... J'espère que c'est rien de grave pour lui. A priori, non. Mais, bon. Voilà, une contrainte de la vie normale avec des enfants et une crèche. C'est le mercredi après-midi. Le projet, en tout cas, a beaucoup de sens. Il est très différent de celui d'Inkem. J'espère que ça vous aura aussi éclairé sur ces deux modes de fonctionnement. Et ça nous amène peut-être à l'ADEME directement et à Robin. Robin, tu nous rejoins. Merci, Robin, et bonjour. Robin est diplômé de l'IMT d'Eminalbi. Et Robin, après une expérience chez AQ Energy, est chargé de mission hydrogène pour l'ADEME régionale. C'est donc votre interlocuteur privilégié pour l'ADEME. Et Robin, tu voulais nous reparler de l'appel à projet écosystème territorial hydrogène et les accompagnements qui vont autour. Tout à fait. Déjà, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, Robin, on t'entend bien. Et vous voyez mon écran aussi? Et on voit ton écran. Tu n'es pas en plein écran, donc il faut que tu passes slide par slide. J'ai peur que... Là, vous voyez quand je suis en plein écran? En fait, on voit ton PowerPoint version logiciel et pas version présentation. Ok. J'ai peur d'avoir le même problème que Rémi tout à l'heure, donc je vais rester comme ça. C'est le plus simple. Donc, bonjour à tous et toutes. Effectivement, je suis Robin Hamas, chargé de mission hydrogène pour l'ADEME, pour la région Hauts-de-France. Merci Damien et tout le pôle énergie d'avoir organisé cette rencontre et merci aux deux présentations qui viennent d'être réalisées. C'est toujours intéressant de revoir vos projets. Donc,
Donc, moi, je ne vais pas vous parler précisément de l'appel à projet écosystème hydrogène, parce que Damien, tu m'avais demandé d'aborder un peu plus une autre aide que l'on propose depuis peu pour aider à la réalisation d'un diagnostic du potentiel territorial de déploiement de l'hydrogène donc sur votre territoire en vue d'un dépôt à l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène. Donc moi, je vais plutôt me focaliser sur cette aide au diagnostic du potentiel de déploiement de l'hydrogène sur votre territoire. Mais je vais faire une petite parenthèse quand même, parce qu'on en a bien parlé par l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène dont on a parlé précédemment. Donc c'est à cet appel à projet qu'ont répondu les deux projets qui viennent d'être présentés. L'objectif, c'est de convertir l'hydrogène gris qui est utilisé actuellement dans l'industrie en hydrogène décarboné, donc soit d'origine renouvelable, soit uniquement décarboné. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de développer des usages hydrogène pour la mobilité lourde. Et le dernier objectif, c'est d'entamer des usages de hydrogène dans tout ce qui est usage stationnaire. Donc, par exemple, l'alimentation à quai des bateaux, les groupes électrogènes, par exemple, dans le BTP. Donc, il y a tout un tas d'éligibilités pour pouvoir répondre à cet appel à projet et avoir des chances de remporter une subvention. Elles ont été abordées donc, par M. Vergrid tout à l'heure, mais je vais les reprendre très rapidement, parce que j'ai que 5 minutes pour vous parler. Donc, le premier point, c'est que le projet doit avoir un aspect qui est production d'hydrogène et un aspect qui est consommation de l'hydrogène, et qu'il y a une demande de l'ADEME qui est très précise, qui est que 50% de la production potentielle de l'électrolyseur soit sécurisée, avec des usages du coup de cet hydrogène qui soient sécurisés et justifiés. Donc l'aspect justifié est très important, c'est-à-dire que tous les usages mobilité ne vont pas forcément pour l'hydrogène. Nous, au sein de l'ADEME, on considère que les usages d'hydrogène qui sont justifiés dans la mobilité sont plutôt destinés à des usages de mobilité lourde. Donc c'est pour ça qu'ici on précise dans la mobilité lourde. Ensuite, on demande que les projets, pour répondre à cet appel à projet, la production d'hydrogène doit venir d'électrolyse de l'eau, soit avec de l'électricité qui vient d'énergie renouvelable, soit avec de l'électricité qui vient du réseau. Et il faut que l'électrolyseur ait une puissance supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW. Donc si l'électrolyseur a une puissance supérieure à 20 MW, il y a un autre appel à projet dont je ne parlerai pas en ce moment, qui s'appelle Briques technologiques, auquel on peut répondre pour donc les projets avec un électrolyseur d'une puissance supérieure à 20 MW. Il y a effectivement un prix cible qui est à 9 € le kilogramme, on en a beaucoup parlé, et les collectivités ou les entreprises peuvent y répondre. La prochaine date de clôture, donc la prochaine possibilité de dépôt de projet, est le 14 septembre 2021, donc c'est bientôt. Et a priori, il y aura une autre date en 2022, mais qui n'est pas encore fixée. Je vais revenir donc sur l'aide pour réaliser un diagnostic du potentiel de déploiement de l'hydrogène sur votre territoire. Donc, en gros, c'est si vous êtes une collectivité, une entreprise ou une association et que vous êtes intéressé par le potentiel de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable comme solution de substitution aux énergies fossiles pour vos activités industrielles ou bien pour diminuer l'impact carbone de votre territoire, et ben cette aide peut vous aider à réaliser un diagnostic sur votre territoire. Donc, pour demander cette aide, il faut qu'il y ait une réelle volonté du commanditaire de l'aide de répondre à l'appel à projet écosystèmes territoriaux dont je viens de vous parler. Ensuite, l'ADEME peut aider jusqu'à 60% des dépenses éligibles donc, sur le diagnostic. Et donc, ce diagnostic du potentiel de déploiement de l'hydrogène sur le territoire, il doit être sous-traité à un prestataire et l'étude sera divisée en 2 phases sur lesquelles je vais revenir juste après. Donc, il y a une phase de diagnostic qui est-ce que sur votre territoire, il y a un potentiel de développement et de déploiement de l'hydrogène. Et la deuxième phase, c'est comment est-ce qu'on peut procéder pour mettre en place cet écosystème. Il y a un plafond d'aide qui est donc le plafond d'aide est limité à 100 000 € pour l'étude complète, donc avec la phase de diagnostic et la phase d'étude de faisabilité. Et il y a un plafond à 50 000 € si jamais on fait uniquement une phase de diagnostic. Et à chacune de ces étapes, à chacune des 2 phases, il y a des livrables qui sont attendus. Donc la première phase,
Donc, elle permet de voir quels sont les besoins industriels sur votre territoire en hydrogène et quelles pourraient être les perspectives d'usage industriel d'hydrogène. Donc, les perspectives, pourquoi? C'est parce que si vous allez avoir un nouvel industriel qui va s'implanter sur le territoire, possiblement, il va consommer aussi de l'hydrogène, voire même des industriels vont aussi consommer de l'hydrogène pour décarboner leur production. Donc là, c'est quel est le potentiel industriel d'hydrogène sur votre territoire. Ensuite, quel peut être le potentiel de consommation d'hydrogène lié à la mobilité sur votre territoire et quel surcoût cela pourrait impliquer donc, pour la mobilité. Un troisième point, c'est quels sont les besoins d'hydrogène dans la recherche et dans les usages stationnaires. Donc, usage stationnaire, c'est à nouveau, c'est tout ce qui va être générateur par exemple. Et puis le dernier point de cette phase de diagnostic, c'est un bilan de la consommation de la production d'énergie renouvelable sur votre territoire en vue de produire de l'hydrogène qui est d'origine renouvelable et non pas seulement décarboné. Donc là, c'est les 4 grands axes de cette étude, de cette première phase du diagnostic. Donc vous pouvez bien entendu y ajouter d'autres axes si vous le souhaitez, mais ça, c'est les axes que nous, on demande qui sont les axes minimum. Ensuite, si on voit qu'il y a effectivement un potentiel sur votre territoire, on peut vous proposer une phase d'étude de faisabilité donc, qui permettra d'analyser les usages, mais d'un point de vue plus technique. Donc, quels sont les différents profils de consommation d'un industriel, d'un consommateur qui est plutôt axé mobilité, quelle va être la demande de pureté de l'hydrogène qui est attendue, quand est-ce qu'on envisage les différents déploiements et donc quelle doit être la taille de ma structure, de l'infrastructure de production, de l'électrolyseur et des stations de distribution. Donc tout ça, ça permet d'avoir une première idée de l'infrastructure et puis ça permet aussi de définir un prix cible de l'hydrogène au kilogramme pour votre projet. Et ça, c'est notamment important pour sécuriser la participation des consommateurs dans le projet. Pourquoi? Puisque vous pouvez être à peu près transparent avec eux sur les surcoûts que leur participation dans votre projet hydrogène impliquera. Et puis, il y a également la possibilité d'étudier la faisabilité de regroupement de différents projets hydrogène pour en faire un seul gros projet hydrogène afin de mutualiser les infrastructures et donc permettre un effet de gros et donc une diminution des coûts d'hydrogène in fine à la pompe. Donc voilà tout pour cette aide au diagnostic hydrogène. J'espère que j'ai été clair et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez plus d'informations. Merci à vous tous. Merci Robin pour la présentation. 2 questions. Une question sur la temporalité. Est-ce qu'il y aura d'autres appels à projets en 2022, 2023? Est-ce qu'on a un peu de visibilité là-dessus? Est-ce que ce sera un autre dispositif? Alors, 2022, il y aura l'appel à projet sera reconduit. Ce qui n'est pas sûr, c'est combien il y aura de clôtures et quand seront ces clôtures. Ensuite, au-delà de 2022, il n'y a pas encore une visibilité qui est, dont je peux parler. Mais par contre, on essaiera de clarifier ça au plus vite pour donner de la visibilité aux futurs porteurs de projets. Merci Robin. Et deuxième question, est-ce que vous intervenez que sur l'électrolyse de l'eau? Est-ce que les projets de SMR avec capture du carbone, est-ce que les projets avec du gaz renouvelable, par exemple, pourraient être des projets qui seraient suivis par l'ADEME? Donc ça peut être effectivement, c'est une bonne question hein, qui revient souvent, ça peut être, ce type de projets peuvent être accompagnés par l'ADEME, mais sur un autre appel à projet qui s'appelle Briques Technologiques. Et donc, voilà, je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, Briques Technologiques Hydrogène, où pour avoir plus de détails, vous trouverez facilement sur Internet le cahier des charges. J'ai noté que j'ai une question là sur le moment auquel il faut déposer. Est-ce qu'on peut déposer un dossier une fois qu'on a commencé l'étude? Par rapport à l'étude, du coup. Par rapport à l'étude. J'ai commencé l'étude, mais j'aimerais déposer un dossier pour m'en faire financer une partie parce que c'est un coût important pour une collectivité ou une entreprise. Eh bien, si tous les coûts qui ont déjà été entamés, on va dire, ne pourront pas rentrer dans les dépenses éligibles.
Mais en revanche, ce qui est possible, ce qui est complètement possible, c'est si vous arrivez à nous fournir tous les documents, comme quoi vous avez déjà réalisé la première phase de l'étude, c'est-à-dire la phase de diagnostic de potentiel d'hydrogène sur votre territoire, et ben on peut entamer directement la deuxième phase de l'étude, qui est une étude de faisabilité. Donc, si vous avez déjà fait la première phase, vous pouvez nous donner les documents. Donc, nous, on va vérifier de notre côté qu'il y a bien tout ce qu'il nous faut et commencer la deuxième phase d'étude de faisabilité. Pourquoi on demande cette première phase? Parce que s'il n'y a pas de potentiel d'hydrogène sur votre territoire, on ne continuera pas avec une étude de faisabilité assez logiquement. Une dernière question, et la toute dernière, Robin, est-ce qu'on a connaissance des projets qui ont été labellisés en nombre, en enveloppe peut-être? Est-ce que c'est une donnée publique aujourd'hui ou pas? Ce n'est pas des données qui sont publiques, donc je ne peux pas communiquer dessus. Mais elles le seront prochainement. Merci Robin. Merci Robin, merci pour ta présentation. Je sais que tu es très disponible et que tu te sais te rendre disponible, donc n'hésitez pas à contacter Robin ou à nous solliciter pour aller voir l'ADEME. On fait aussi le lien et on le fait très souvent avec la région. Robin, je te dis à très bientôt. Et j'accueille Nouad. Merci Nouad de nous rejoindre. Nouad, il est ingénieur HEI, il est en formation et il réalise une étude avec la CCI Littoral Hauts-de-France et Pôle Énergie sur l'écosystème hydrogène régional. Nouad, à toi. Bonjour tout le monde. Donc déjà, je vais commencer par présenter le contexte de l'étude que je réalise. Il est important de savoir que l'industrie et la mobilité représentent 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de la région. Et de ce fait, ces secteurs deviennent des cibles prioritaires dans le défi de la décarbonation. Et d'un autre côté, nous avons aussi la molécule d'hydrogène qui, comme Damien l'a évoqué en début de ce webinaire, présente un grand potentiel de décarbonation, notamment par son caractère hautement énergétique et valorisable sans émission de CO2. Et je voudrais ajouter aussi le fait que l'hydrogène est traditionnellement utilisé dans l'industrie, dans de nombreux process industriels, notamment la sidérurgie, fabrication de produits chimiques ou autres. Et le dernier aspect important pour l'étude, c'est le soutien que l'État accorde au développement de l'hydrogène, notamment à travers des stratégies comme le plan hydrogène. Et donc, concernant les acteurs et les parties prenantes de cette étude est menée en partenariat par les CCI Hauts-de-France et Pôle Énergie. Et les cibles de cette étude sont les entreprises, industrielles et transporteurs de la région qui souhaiteraient décarboner leur activité en utilisant de l'hydrogène. Le but de cette étude est premièrement, de préparer la transition énergétique, ainsi que faire face à de futures restrictions réglementaires. Et il s'agit également de montrer le potentiel de la région, attirer de nouveaux acteurs et structurer la filière de l'hydrogène bas carbone et décarboné. Et enfin, si vous êtes intéressé, concerné ou que vous connaissez des acteurs qui pourraient être intéressés par l'étude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à répondre à un questionnaire qui est disponible via le lien sur la slide ci-dessous. Donc on va mettre le lien tout de suite dans le chat pour ceux qui voudraient y avoir accès. Merci Nouad. Je reviens juste 2 secondes. Restez avec moi, Nouad. Sur l'intérêt de l'étude, qui est de réussir à monter des écosystèmes en retrouvant déjà des usagers potentiels et donc faire une première étape d'identification de potentiel. Donc, si vous avez un appel de Nouad sur votre téléphone, messieurs les industriels, ou messieurs et mesdames les transporteurs, il n'y a pas de caractère de ce côté-là. N'hésitez pas à bien l'accueillir, en plus du remplissage de la demande en ligne. Il est quelquefois plus simple d'être contacté par téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si on passe à travers vous, qu'on ne vous avait pas pré-identifié dans un premier temps. Merci Nouad. Et sans transition aucune, je passe la parole à Jean Gravelier, qui est directeur de Pôle Énergie et qui est aussi représentant délégué régional France Hydrogène, pour vous annoncer un peu les prochains éléments. Les prochains éléments, s'il vous plaît, sur l'hydrogène. Oui, alors peut-être un lien avec l'étude qui vient d'être faite. Vous savez qu'il y a un comité stratégique national qui a été créé l'année dernière, c'était le 8 septembre 2020, et qui justement est en train de mettre en place des bassins
en lien avec l'hydrogène. Et cette enquête, tout le travail que nous menons va nous aider à définir ces bassins. Alors, c'est pas le plaisir de faire des bassins, mais vous comprenez que derrière, il y a la volonté de l'État de comprendre où sont amenés les investissements et donc où sont les subventions à attribuer. Donc, il y a un enjeu qui peut être assez important derrière ce travail. Alors, nous, de notre côté, que ce soit Pôle Énergie avec la région, que ce soit dans le cadre de la délégation régionale de France Hydrogène, nous allons mener un travail aussi de prise de contact avec l'ensemble des filières économiques parce qu'on se rend compte que l'hydrogène touche toutes les filières, en fait. C'est-à-dire que ça peut être en direct en usage, que ce soit carburant ou matière première, mais finalement, derrière ça, il y a aussi les constructeurs automobiles, il y a les constructeurs de matériel ferroviaire, il y a également toutes les filières matériaux, parce qu'ils vont construire ils vont être des sous-traitants de ces filières. Et donc, c'est important d'arriver à comprendre quels sont les besoins, les attentes de chaque élément, de tout le tissu économique des Hauts-de-France pour arriver à construire ce tissu économique, j'ai envie de dire, hydrogène ready, voilà, pour employer un terme anglais. Donc, ce travail, on va le mener et il devrait déboucher à ce que vous avez sans doute déjà entendu parler dans la région, ce qu'on appelle les collectifs opérationnels régionaux. Donc, il y aura un collectif opérationnel régional de l'hydrogène, comme il y a la même chose pour le biogaz injecté, pour les réseaux énergétiques intelligents, pour le solaire, je crois que je les ai tous dit. Et donc, il y aura aussi un comité. Donc, ça sera à l'automne. Et donc, le travail que l'on va mener cet été va préparer ça. Alors, un événement à ne pas rater, bien sûr, c'est les 8, 9 et 10 septembre prochains à Dunkerque. Vous êtes tous invités aux journées hydrogène et territoire organisées par France Hydrogène et puis les partenaires qui sont à la fois la CUD, Eura-Énergie, la région, Pôle Énergie. On avait candidaté il y a 2 ans et puis il y a un petit virus qui est passé par là qui a fait qu'on retarde. Mais là, ça y est, c'est bon. Nous avons un certain nombre de sponsors. Alors, je vais commencer à les citer parce que c'est prendre une bonne habitude que maintenant de mettre en avant nos sponsors. Il s'agit de Dynamix, d'Engie, que vous avez entendu aujourd'hui, de GRT Gaz, d'Air Liquide, mais aussi SPI, GRDF, McPhy et la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, donc, ça va durer 3 jours cette fois-ci, donc on rallonge d'une journée. C'est vraiment l'occasion de faire le point sur, au niveau français, on attend 500, 600 participants pour faire le point sur l'évolution de la filière hydrogène en France et l'interaction entre les acteurs de l'hydrogène et les territoires, justement. Il y aura un certain nombre de visites qui seront prévues, comme le SMTAG, comme aussi les chariots élévateurs à Vendin-le-Vieil, et puis encore plein d'autres, des industriels aussi du Dunkerquois qui réfléchissent à la décarbonation de leur industrie. Alors ça, c'est un premier rendez-vous important. Un deuxième rendez-vous important que je voudrais citer, c'est le salon Evolution qui a lieu les 27 et 28 octobre à Paris, où l'on Pôle Énergie aimerait emmener une délégation importante d'entreprises à ce salon pour justement créer des contacts et pouvoir enrichir, je dirais, le business des entreprises de la région, soit pour faire venir aussi des entreprises sur la région, soit pour créer du business avec les entreprises déjà existantes. Voilà un petit peu le calendrier prévu. En tout cas, je remercie Damien pour avoir organisé cette manifestation. Je vais le laisser remercier tous les intervenants, c'est à lui de le faire. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement, en tout cas au minimum, aux journées hydrogène. À bientôt. Merci Jean. Je voudrais commencer par remercier le pôle technique et communication du pôle. Merci Esteban et merci Romain. Sans vous, tous nos événements seraient ratés. Soyons clairs. Et encore une fois, la technique a été quasi parfaite. En tout cas, pas de note faite s'il y a eu des problématiques. Je tiens à remercier tous nos intervenants qui ont répondu présents. Pour le projet Chalmette, Xavier de Rennes et puis Rémi Vergrit. Pour le projet Somme Hydrogène Vert, François Fadur, Christophe Dubruck et puis j'excuse encore une fois Engie et Nasser Bendia. Robin Almaz de l'ADEME. Merci Nouad et merci Jean pour vos présentations. Vous l'avez vu, cet appel à projet, on peut y répondre. Il y a donc déjà eu 3 réponses sur la région. L'année dernière, un projet avait été attributaire. Il s'agit de réussir donc à construire un consortium qui va agréger usage et agréger les moyens de production.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ces phases, que ce soit l'identification des usages, que ce soit le montage du consortium, ou encore la réponse à l'appel à projet. Nous portons et nous aidons les entreprises à répondre. C'était un honneur pour nous d'avoir autant de présents et de voir à quel point vous êtes intéressés à ce sujet. Notre prochain événement en dehors de l'hydrogène sera donc consacré aux ENR thermiques et électriques. Quelles opportunités pour mon entreprise, avec un lieu de rendez-vous à Arras le 6 juillet. Il est co-organisé avec Plastium, le pôle en charge de la plasturgie sur la région Hauts-de-France. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous prie de nous excuser pour ce léger retard et vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire de l'énergie ou un breakfast de l'énergie. Au revoir.